Alors, depuis quelques mois maintenant, je vous présente des photos qui ont a priori rien de bien spécial et qui souvent, en fait, sont plutôt joyeuses, honnêtement. Que ce soit la photo d'un couple sur une terrasse, un enfant à la fête de l'école ou même des souvenirs de vacances, différents. Cependant, tous ces clichés cachent un lourd secret et je vous propose une nouvelle fournée aujourd'hui. Parce que bon, dans la plupart des cas, en fait, la photographie, c'est une belle façon d'immortaliser des jolis moments, comme vous le savez. Mais parfois, en fait, sans le vouloir, on peut aussi capturer les derniers instants de vie de quelqu'un. Et du coup, au programme du jour, entre autres, on va voir le dernier cliché de l'un des acteurs les plus aimés de tous les temps, mais aussi une photo dans un stade de baseball qui cache un dénouement inattendu, et enfin, un selfie de famille qui va déboucher sur un drame national. On est parti. Alors déjà, pour cette première photo, je vais vous parler d'une chose qui a été suivie par des millions, voire même des dizaines de millions de personnes. Le sport mécanique. Que ce soit la Formule 1, le NASCAR ou encore le rallye, en fait, les fans sont légion à travers le monde. Et en vrai, aujourd'hui, je vais évoquer une course très culte. Alors bon, après, même si vous avez jamais regardé la moindre édition de cet événement, comme moi, en fait, vous connaissez au moins ça de nom, c'est les 24 heures du Mans. Donc en gros, c'est une course où plusieurs équipes composées de plusieurs pilotes, bien évidemment, roulent pendant 24 heures dans le but de parcourir le plus de distance. Et là, sur la photo que je tiens en main, vous pouvez voir Allan Simonsen. Du coup, vous pouvez pas le voir, mais il est dedans. Qui est l'un des pilotes, en fait, qui dispute l'édition de l'année 2013 au volant d'une Aston Martin Vantage. Alors bon, à première vue, rien de spécial. Une photo parmi des milliers qui sont prises chaque année à l'occasion, donc, de cette compétition. Mais si je vous en parle aujourd'hui, évidemment, c'est que il y a un lourd dénouement derrière ça. Là, à ce moment-là, on est le 22 juin 2013, en début d'après-midi, et la course vient tout juste de commencer. Là, la plupart des bagnoles viennent en effet d'entamer leur 3e tour de piste, et donc, un peu moins de 10 minutes après le départ. Et quelques dizaines de secondes après que la photo que j'ai ici soit prise, la course va malheureusement virer au drama. Parce que là, alors qu'il arrive au virage nommé Tertre Rouge, Allan Simonsen va glisser sur les vibreurs qui se trouvent en fait à l'extérieur de la piste. Les vibreurs, je le rappelle, ce sont les grosses bandes que vous voyez à l'image, qui sont souvent rouges et blanches, et qui peuvent être très glissantes. Surtout d'ailleurs en cas de mauvaise météo, ça finit en patinoire. Et là, c'est le cas pour ce début d'édition 2013. En tout cas, Allan Simonsen va alors perdre le contrôle de son véhicule et s'écraser violemment dans le rail de sécurité, qui se trouve qu'à seulement quelques mètres. Il enchaîne alors 2 chocs estimés quand même à 25 et 75 G. Alors c'est beaucoup, 75 par exemple, c'est 75 fois votre propre poids. Ce qui fait que par exemple, si vous pesez 80 kg, avec 75 G, ça fait que vous pesez tout à coup 6 tonnes au moment de l'impact. Bon, en tout cas là, les secours arrivent très rapidement sur le lieu de l'accident et le pilote danois est transporté dans un état très grave au centre médical du circuit du Mans. Et là où malheureusement, en fait, il va décéder quelques minutes plus tard des suites de ses blessures. Nous tenions à exprimer notre profonde tristesse après le décès d'Allan Simonsen survenu lors des 24 heures du Mans. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille d'Allan et à ses proches, et pensons également à l'ensemble de l'équipe Aston Martin dans ces moments difficiles. Allan était un pilote talentueux et expérimenté, qui avait participé à des compétitions aux 4 coins du monde. Il était très respecté par ses pairs et par ses équipiers. Pour beaucoup, dans le monde de l'endurance, il était aussi et surtout un ami qui aimait partager sa passion sur les circuits et en dehors. C'est le premier pilote à se tuer sur le circuit du Mans depuis Sébastien Enjolras, qui avait perdu la vie lui en 97. Mais là, c'était durant les qualifications et non durant la course. En tout cas, là, pour le dernier accident mortel d'un pilote pendant l'épreuve, en fait, il faut remonter à l'édition 86, où c'était le pilote autrichien Josef Gartner qui était décédé à la suite d'un accident au volant d'une Porsche. Et du coup, je termine cette partie sur le Mans en vous parlant rapidement de la pire édition qui a eu lieu, c'était celle de 55. Et cette année-là, à la fin du 35e tour, la Mercedes-Benz 300 SLR, voilà c'est précis, en fait du français, Pierre Levèche, va tout simplement quitter le sol à 200 km/h avant de s'exploser contre un muret. Le pilote va perdre la vie, mais surtout en fait les éléments de sa voiture vont être projetés dans la foule et causer un vrai carnage. Et ça va coûter la vie à environ 80 spectateurs. C'était dévastateur. En fait, pour vous dire, c'est l'accident le plus meurtrier de l'histoire du sport automobile. Et suite à ça, Mercedes-Benz va se retirer de toutes les compétitions automobiles. Ça a dû faire un tollé et vraiment la pire pub au monde pour eux. Et en vrai, il faudra attendre 33 ans pour qu'ils finissent par revenir. Et là, ce sera au Mans. Alors pour cette deuxième photo, en fait, il y a des fortes chances pour que vous ayez reconnu, je pense, le petit monsieur juste ici. Mais bon, après, si vous avez moins de 25 ans et que vous regardez pas de film, je vous présente quand même la personne en question, c'est Robbie Williams. Alors il a quand même joué dans Jumanji, Madame Doubtfire, Le Cercle des Poètes Disparus ou même Flubber, et c'était même lui la voix du génie dans Aladdin. Bref, il a une filmographie quand même très folle, incroyable, et il a même remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Will Hunting.
Bref, cette photo que j'ai entre les mains, eh bien, elle a été prise en août 2014. Et là, tout porte à croire qu'en fait, c'est tout simplement le dernier cliché qu'on voit de Robbie Williams. Et là, en fait, vous voyez, il prend la pose à côté, d'une fan au Dairy Queen, qui est une chaîne de restauration rapide américaine, qui est spécialisée dans les glaces italiennes. Et là, en fait, la photo, elle est prise à Lindstrom, dans le Minnesota. Vous voyez sur la map, c'est juste là. Enfin, ça nous avance pas beaucoup, mais c'est comme ça. Parce que là, malheureusement, Robbie Williams sera retrouvé mort chez lui le 11 août 2014, après s'être suicidé. À ce moment-là, tout le monde du cinéma est en deuil, parce que quand même l'acteur, il jouissait d'une grande sympathie dans le milieu, et même auprès de ses fans. On se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est suicidé? Surtout que tout semblait lui réussir. Il avait l'air d'être au sommet. Bon bref, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien du coup, il y a eu des rumeurs de dépression qui ont pris alors de plus en plus d'ampleur. Et du coup, à un moment, c'est sa femme, donc veuve, qui a brisé le silence en donnant plus d'infos. En coulisses, on savait depuis un moment que quelque chose n'allait pas. Après autopsie, le médecin légiste m'a demandé si j'étais au courant que mon mari souffrait de la démence à corps de Lévy. Et il m'a dit que l'ensemble de son cerveau était touché. Je savais même pas encore de quoi il s'agissait, mais ça m'a pas étonnée. L'idée que quelque chose avait pris possession des pensées de mon mari éclaircissait en fait beaucoup de choses. Tout le monde remarquait qu'il avait changé, mais sans comprendre pourquoi. Nous avions rendez-vous chez le neurologue parce que je me posais des questions sur le diagnostic de Parkinson qu'on lui avait posé. Mais juste une semaine avant, il a décidé de quitter ce monde. Je crois que c'était de peur qu'on ne l'enferme et qu'il ne retrouve plus jamais sa liberté. Du coup, Robbie Williams, il savait pas trop de quoi il souffrait. Mais clairement, par contre, ça lui pourrissait la vie au point que il avait préféré y mettre un terme, avant que ça dégénère un peu plus. En tout cas, l'année dernière, on a fêté les 10 ans de sa disparition, sachant qu'il aura quand même marqué les enfants des années 90 et des années 2000. Alors pour cette troisième photo là, on retourne dans le sport, mais on change complètement de pays et de discipline. Alors ça se remarque pas forcément au premier coup d'œil, clairement. Mais ce cliché, il est pris dans les tribunes d'un stade. Et là, les fans de baseball, parmi vous, attention, il y en a au moins 3, ils l'auront sans doute compris avec les tenues des Dodgers que portent les deux personnes au deuxième plan. Donc juste là. Et là, en effet, on est au Dodger Stadium où évoluent les Dodgers de Los Angeles. Donc c'est l'équipe du coup de baseball en question quoi. Et là, le match du jour oppose les locaux aux Padres de San Diego. C'est vraiment le nom de l'équipe. Et ça se déroule le 25 août 2018. Bon, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous vous souvenez sans doute d'une autre photo que je vous avais présentée et qui était également prise dans un stade de baseball. Mais le dénouement n'a absolument rien à voir. Bref, là, la personne qui nous intéresse, c'est celle au premier plan, donc cette dame qui s'appelle Linda Goldblum, qui a 79 ans et qui est une grande fan des Dodgers. Et là, du coup, elle assiste au match avec son mari, qui est, du coup, sans doute l'auteur de la photo. Et du coup, je vais couper quand même assez court au suspense. En fait, cette pauvre Linda a tout simplement été frappée par une balle de baseball en pleine tête. Parce qu'il faut le savoir, mais elle est dans une zone du stade qui ne possède pas de filet de protection. Et bon, très honnêtement, c'est quand même quelque chose qui arrive très rarement, de se recevoir une balle avec une telle violence en pleine tête. Bon, elle reçoit la balle, elle est rapidement prise en charge, elle est transportée à l'hôpital, et là, le diagnostic tombe. Il y a une hémorragie intracrânienne aiguë des suites d'un traumatisme contondant, la fameuse balle qui t'arrive en pleine poire. Et là, malheureusement, et malgré une opération rapide, Linda ne s'est jamais réveillée et ne pouvait plus respirer naturellement. Et du coup, elle va finalement décéder quelques jours après ce terrible accident. En tout cas, ce décès, c'est le premier de ce type, depuis celui en fait du jeune Alan Fish qui avait 14 ans en 70. D'ailleurs, pour l'anecdote macabre, ça s'était également déroulé au Dodger Stadium. Donc il y avait vraiment un truc un peu bizarre avec ce stade. Bref, suite à la mort de Linda, et même si ce type d'accident est donc très rare, toutes les équipes de baseball de la Ligue américaine ont installé des filets de sécurité supplémentaires. Bon, le mari de Linda, de son côté, a reparlé de l'accident 5 ans après les faits, avec beaucoup de tristesse, mais également beaucoup d'incompréhension. Les gens devaient savoir ce qui était arrivé à Linda et les dangers de s'asseoir dans les gradins, mais ça a été ignoré et je n'arrivais pas à le comprendre. Pourquoi les Dodgers n'ont-ils pas simplement dit qu'une femme était morte lors d'un match? N'était-ce pas la chose la plus logique à faire? J'étais furieux parce que c'était comme si les Dodgers disaient un truc du genre « Nous sommes au-dessus de tout ça, nous ne voulons pas que les gens le sachent parce qu'ils ne viendront pas au match ». Pour eux, ce n'était qu'un incident de plus. En vrai, oui, il a fallu 6 mois aux Dodgers après l'incident pour communiquer sur ce qui s'était passé. Et un communiqué qui disait effectivement que c'était pas leur habitude de faire des rapports des accidents qui se déroulaient dans le stade. En fait, la raison invoquée, c'est pour respecter la vie privée des personnes concernées. Néanmoins, les Dodgers ont indiqué à l'ESPN, donc c'est un grand magazine de sport américain, qu'ils avaient été, je cite, profondément attristés par ce tragique accident et par le décès de Madame Goldblum. Et que, aussi, pour les citer, l'affaire a été résolue entre les Dodgers et la famille Goldblum en précisant qu'ils ne communiqueraient pas là-dessus dans le futur. Bon, en tout cas, sachez que la famille Goldblum, a priori, elle aurait pas pu traîner les Dodgers en justice pour ce décès, car apparemment, il y a une règle qui stipule que les équipes ne sont pas responsables des blessures causées par une balle perdue. Bon, je sais pas si c'est legit et qu'en vrai, il y avait pas moyen de faire un truc, mais bon. En tout cas, il y a quand même de très fortes chances que l'équipe de baseball a versé une grosse somme d'argent à la famille en guise de dédommagement et éviter que ça ne les éclabousse encore plus.
Bon, pour cette nouvelle photo là, faut que je vous parle d'une certaine April Holt qui a 29 ans et qui vit dans le Tennessee. Vous connaissez la musique, sur ce cliché, tout se passe parfaitement bien. April, elle est dans un bar là, elle a un cocktail, elle semble heureuse, rien ne semble prédire en fait ce qui va se passer quelques jours plus tard. Car cette photo de cette jeune femme publiée sur les réseaux sociaux est bien évidemment la toute dernière qu'on ait d'elle vivante. Parce qu'en effet, April sera retrouvée inconsciente chez elle par son mari Donovan avec une sorte de sac plastique sur la tête. Et là, bien évidemment, elle sera hospitalisée en urgence dans la foulée. Mais malheureusement, ce sera trop tard, elle décédera quelques jours plus tard sans qu'on ait pu la réanimer. Là, la police conclura assez rapidement à un suicide et l'affaire sera classée. Sauf que la véritable histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Parce que sa mère, Jamie Dickerson, qui lui avait rendu visite à l'hôpital, avait remarqué qu'April, elle avait des gros ecchymoses sur le corps. Principalement au niveau de la gorge et des chevilles. Comme si on avait tenté de l'étrangler ou de l'asphyxier ou de la tacher ou je sais pas. Mais elle avait aussi des vaisseaux sanguins qui avaient pété sur les joues. En tout cas, des indices qui à première vue font plus penser à un meurtre quand même qu'à un suicide, clairement. Et aussi et surtout, April Holt avait demandé le divorce 2 semaines auparavant. Et donc là, derrière ce dernier sourire de façade qu'elle affichait, la réalité semblait être tout autre. En tout cas, la mère de la victime nous apprend que ça faisait déjà pas mal de temps qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre April et son mari, mais que la jeune femme n'arrivait pas à partir. Là, du coup, la mère n'a alors qu'un seul objectif, tout faire pour que la culpabilité de Donovan, donc le mari, soit reconnue, car pour la justice, c'est une affaire classée comme je vous ai dit. Et du coup, nous, si on connaît pas tous les détails de son enquête à elle, Jamie, donc la mère, est visiblement arrivée à démontrer que les empreintes digitales qui étaient présentes sur le sac qu'April avait sur la tête étaient bien celles de Donovan, son mari. Malgré ça, ni les officiers de police, ni le procureur, ni qui que ce soit a voulu réouvrir le dossier. Pratiquement 1 an après la mort de ma fille, j'ai décidé de tenter quelque chose. Faire en sorte que Donovan avoue qu'il l'avait tuée. Et un jour, lors d'un échange téléphonique, c'est ce qu'il a fait. Il m'a dit qu'il avait étranglé April, qu'il l'avait traînée sous la douche et lui avait collé un sac sur le visage pour faire croire qu'elle s'était suicidée. Je l'ai alors incité à avouer cela aux enquêteurs de l'unité des affaires non résolues du département de police de Nashville. Et heureusement, façon de parler, il l'a fait. Finalement, Donovan Holt va se rendre, être arrêté et sera inculpé pour homicide involontaire, falsification de preuves et de fausses déclarations. Là, bien sûr, il a été jugé coupable, mais la sentence est bien plus que risible. Parce qu'en effet, il n'a écopé que de 2 ans de prison ferme. C'est quand même vraiment pas du tout élevé pour quelqu'un qui a tué une autre personne. Bon, quoi de mieux que le grand air pour profiter d'un bon petit moment? Parce que c'est exactement ce que s'est dit Lauren Bonner et Jolie Callan, donc un couple qui a décidé de faire une petite rando. Là, on est alors le 30 août 2015, et là, les deux amoureux parcourent le Pinhoti National Recreation Trail, en Alabama. Et là, la photo que vous voyez, elle a été prise par Lauren Bonner, et donc on peut voir là Jolie Callan, mais de dos donc, qui prend des photos du paysage. Et du coup, on peut retrouver ce cliché sur le compte Instagram du jeune homme, avec comme simple légende « Oh, Jolie, la photographe ». Et d'ailleurs, c'est encore à ce jour la toute dernière photo postée sur son compte Insta. Bon, là, théoriquement, vous vous demandez sans doute ce qui a pu arriver au couple pour qu'on en parle sur cette vidéo. Du coup, là, on se dit, ok, il a dû se passer un truc louche. Est-ce que, la jeune femme, elle a glissé, elle a chuté violemment dans le ravin qui se trouvait en dessous? Est-ce que le couple s'est fait attaquer par un grizzly, un animal sauvage ou peut-être un autre être humain? Eh bien, rien de tout ça. En vrai, c'est pire. Parce qu'en effet, quelques minutes après avoir pris cette photo et l'avoir publiée sur son compte Insta, Lauren Bonner va froidement abattre sa petite amie de 2 balles dans la tête. Et une fois cette dernière décédée, du coup, son copain, donc Lauren, va pousser son corps en bas de la falaise. Mais bon, néanmoins, Lauren Bonner va rapidement avouer son crime parce que quelques heures plus tard, il appelle la police alors qu'il est du côté d'Oxford. Et là, il annonce à la personne qui est au tel qu'il vient de tuer sa petite amie. Bon, là, à ce moment-là, il a alors attendu la police et une fois les forces de l'ordre sur place, Bonner a déclaré que son ex-petite amie et lui avaient conclu un pacte de suicide. Concrètement, en fait, ils avaient prévu tous les deux de se jeter ensemble de cette falaise. Ensuite, il a dit que ça n'avait pas pu se faire, sans trop préciser les raisons, et que, d'après lui, Jolie lui aurait juste demandé de la tuer une fois qu'elle avait le dos tourné, et il l'avait exécutée. En tout cas, il a dit aux forces de l'ordre qu'il n'avait pas trouvé le courage de sauter la vie après l'avoir tuée elle. Alors bon, évidemment, Bonner va être jugé, mais dans un premier temps, vu qu'il n'avait pas encore 21 ans, il a été reconnu comme délinquant juvénile, ce qui pourrait techniquement lui éviter une peine très très lourde. On a fait appel à plusieurs associations, dont Fighting for You, pour que le statut de délinquant juvénile ne soit pas applicable, car cela voulait dire qu'il n'aurait risqué que 3 ans de prison au maximum.
Finalement, ce statut a été révoqué et il a été jugé comme un adulte. Cela a été un long combat et sans l'aide qu'on a eue, je ne sais pas où je serais. Et je remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour nous aider et faire changer les choses. Jolie était vraiment une fille très douce. Et je suis sûr que là où elle est aujourd'hui, elle a sans doute le sourire aux lèvres. Et finalement, et après jugement, Lauren Bonheur a écopé d'une peine de 52 ans de prison. Donc le pack de c'était pas une bonne idée. Pour cette 6e et dernière photo, on va malheureusement monter d'un cran là dans l'horreur, parce que là on voit des gens qui ont l'air d'être très heureux. Et en vrai, c'est le cas, ils prennent un petit déjeuner en famille, et c'est le 21 avril 2019. Et c'est un dimanche de Pâques. Alors si vous n'avez pas reconnu de gens sur la photo, c'est normal, c'est quand même pas du tout à fait notre pays, on va dire, parce que du coup ce sont des gens qui habitent au Sri Lanka. Et il y en a une qui est très connue dans le lot, et c'est cette personne-là, cette dame, parce qu'elle s'appelle Santa Mayadun, et c'est une chef cuistot de 68 ans qui a également son émission de cuisine. En gros, c'est un peu la Philippe Etchebest locale, mais avec quelques cheveux en plus. Bref, ce selfie de famille, il est pris par sa fille, Nisanga Mayadun, qui la poste dans la foulée sur Facebook. Et à ce moment-là, absolument personne n'est au courant que quelques minutes plus tard, le destin va tout balayer. Parce qu'en effet, dans l'hôtel où la famille se trouve pour manger, dans la ville de Colombo, un terroriste va se faire péter dans une attaque suicide. Il va entraîner avec lui des dizaines de victimes. Là, l'attentat en question n'est malheureusement pas un acte isolé, et en l'espace de 5h30, c'est plusieurs endroits dans plusieurs villes qui vont être visés par l'État islamique. Le bilan sera alors dramatique, il y aura 269 morts et près de 500 blessés plus ou moins graves. Pourtant, le pays avait globalement échappé aux horreurs depuis la fin de la guerre civile, qui s'était terminée en 2009 chez eux, sachant que cette guerre civile, elle avait duré 25 ans. Et du coup, suite à tout ça, en fait, ce que je vous ai raconté avec cette attaque terroriste, c'est la pire attaque qui a eu lieu au Sri Lanka dans son histoire récente. Bon là, évidemment, tout le monde a été sous le choc, à commencer par la communauté catholique. Tout le peuple a été affecté, tout le monde est triste. Non seulement les catholiques, mais tout le peuple du Sri Lanka. C'était un coup très fort, surtout le jour de Pâques. J'ai visité les communautés, les églises, j'ai vu beaucoup de personnes venues pour aider. J'ai rencontré beaucoup de prêtres, ils sont très solidaires et soutiennent aussi les prêtres responsables des églises visées par l'attentat. Dans les prochains jours, nous tâcherons d'organiser une messe pour les défunts. Dans une paroisse, nous allons prier ensemble. Les terroristes ont aussi attaqué des hôtels, une église non catholique. Donc je pense qu'ils visent les catholiques, mais aussi les autres. Et je pense que dans l'ensemble, ils visent le pays. Ils voulaient ruiner le pays politiquement. Bref, des attentats qui ont meurtri tout un pays dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, 6 ans plus tard, on sent encore qu'il y a des séquelles. Bref, statistiquement, il y avait très peu de chances que Nisanga Mayadun, donc celle qui a pris la photo, puisse immortaliser ce tout dernier instant en famille. Un peu comme la plupart des photos en vrai que je vous ai présentées. Voilà du coup pour nos photos du jour. J'espère en tout cas que le format vous plaît toujours, malgré le côté un peu glauque évidemment qui se dégage de tous ces clichés. Bon, si de votre côté ça vous est arrivé de prendre des photos qui par la suite ont un peu débouché sur un truc un peu plus dramatique, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si ça vous fait plaisir de partager tout ça, c'est bénef. Voilà. Sur ce, nous on se dit bisous et puis très bonne nuit. Bye bye.